Donc, c'est un document qui définit la localisation des aires d'accueil. Pour rappel, nous avions été les deuxièmes lors du premier schéma à faire notre aire d'accueil. Et là, nous allons adopter ou pas le troisième schéma départemental. Mais aussi des grands passages. Là encore une fois, au premier, dans les années 2002-2003, nous avions accueilli un grand passage, enfin ce qu'on appelle un grand passage, sur un terrain qui n'est plus libre maintenant. Et à l'époque, c'était chaque année, une commune différente mettait à disposition un terrain pour accueillir les voyageurs lors des grands passages de mission évangélique. La donne a changé. Depuis plusieurs années, c'est 2 terrains qui doivent être prévus sur la métropole pour les accueillir. Mais il convient de reporter ça légèrement modifié dans ce schéma départemental, ainsi que des actions socio-éducatives à mettre en œuvre. Les actions socio-éducatives, c'est par exemple renforcer la scolarisation des enfants. On s'aperçoit que d'année en année, ils sont de plus en plus présents dans les écoles. Pour ceux qui sont installés sur les aires d'accueil, par exemple, les enfants fréquentent les écoles à hauteur de 83%. Ceux qui sont inscrits à l'école, vraiment qui prennent, je ne parle pas de ceux qui prennent les cours par correspondance, ceux qui sont inscrits dans les écoles, ils viennent bien à l'école pour 83% de la période. Donc c'est une nette évolution par rapport à quelques années, mais ça demande encore renforcer. Et donc tout ça c'est en faveur évidemment des gens du voyage et de leur famille. Hormis son caractère réglementaire, ce plan d'action se veut également être un outil à disposition des communes. La loi du 5 juillet 2000, donc modifiée par deux lois, je viens de vous le dire, relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, dispose que l'adoption de ce nouveau projet sur 2018-2024, je crois que c'est 8 ans, nécessite l'avis de la commission départementale consultative des gens du voyage. Ça a été fait le 24 mai dernier, ainsi que l'avis des communes de plus de 5000 habitants, nous en faisons partie, et des EPSI, les établissements publics de coordination intercommunale. Pour rappel, la loi de 2017 transfère la compétence des gens du voyage aux établissements publics de coopération intercommunale et non plus aux communes propres. Sous forme d'une délibération, le Conseil donc est invité à rendre un avis sur ce projet de schéma. Pour rappel aussi, tout le monde ne fait pas partie des commissions Action sociale ou urbanisme. Ce projet, les 163 pages synthétisées, ont été présentées lors d'une commission le 19 septembre. Néanmoins, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre ou essayer d'y répondre. Pas de questions. Oui, Bruno ? Vas-y. Alors le fait est que j'ai pas eu trop le temps en ce qui me concerne de regarder ces 160 pages, mais ouais, j'étais passionné par le PLH, t'as raison, c'est vrai. Et le projet culturel concernant la médiathèque. Mais j'ai une interrogation quand même, parce qu'il s'avère que dans mon cadre professionnel, j'ai eu l'occasion de rencontrer la direction de l'entreprise qui intervient sur l'ensemble des aires d'accueil des gens du voyage, qui est l'entreprise Vago. Et j'ai découvert à cette occasion-là les difficultés que revêtaient les interventions sur les aires d'accueil pour les salariés de cette entreprise. C'est très 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 compliqué. Alors, je vais juste attirer votre comment ? Ah, je tape dessus, ça. Ah, excuse-moi, ouais, autant pour moi. Et donc j'ai découvert à cette occasion-là les difficultés que rencontraient les salariés dans le cadre de leurs interventions sur site. C'est très 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 compliqué. Si je dis ça aussi, c'est pas que une information est dans le constat, c'est aussi à mon sens le principe, parce que les salariés de cette entreprise sont très pressurisés. Il y a à ma connaissance, il y a 2-3 entreprises au niveau national qui sont sur ce marché-là, sur ce secteur-là. Et bien évidemment, pour décrocher les marchés publics, on tire sur les prix. Et quand on dit on tire sur les prix, ça se traduit aussi par la dégradation des conditions de travail des salariés. Je ne parle même pas des salaires, des indemnités. Et je pense que Nantes Métropole, en tant que puissance publique,
Alors, on l'a évoqué au travers du PLH, on sait ce que représente Nantes Métropole, notamment en termes d'habitants, 630 000, etc. Donc il y a une vraie puissance publique et politique. Devrait être attentif dans le cadre des marchés publics en termes de RSE. Devrait être très attentif et par rapport à un secteur d'activité qui est quand même très très particulier, qui est très difficile. Moi, j'ai rencontré des salariés qui étaient complètement, désemparés, qui étaient terrorisés, qui subissent au quotidien des situations de violence où les réponses publiques qui sont apportées sont pas à la hauteur, notamment émanant du parquet, y compris la direction de l'entreprise est souvent complètement désappointée par ces situations. Donc c'est un vrai problème. Et je pense que Nantes Métropole ne peut pas ignorer ce fait des choses et doit se responsabiliser aussi. Je voulais juste vous donner cette information parce que moi ça m'a beaucoup remué, ça m'a beaucoup interpellé et donc je voulais partager ça avec vous et vous en faire part. Merci Bruno. Oui, de toute façon, on a tous les ans, on a un rapport par justement l'association Vago, et donc ils nous font part de leurs difficultés. Je ferai remonter pour que ça soit pris en charge effectivement dans le prochain marché. Effectivement, mais il faut pas généraliser la situation des agents, la pression, etc. Elle est réelle. Concernant, parce qu'on n'a pas trop l'occasion de parler des gens du voyage dans ce domaine-là très précisément, sur l'aire d'accueil des Sorinières, il faut savoir qu'il n'y a pas de dégradation. Ça se passe relativement bien. Il y a un taux de 99% d'occupation et il y a 0 impayé. Voilà. Donc c'est à signaler parce que toutes ne sont pas comme ça. Il y a par exemple une aire d'accueil sur la métropole qui est fermée pendant plusieurs mois là pour remettre complètement en état puisqu'elle a été entièrement dégradée, c'est vrai. Donc effectivement, alors justement, conscient de cet état de fait, Bruno, il y a depuis quelques années, on travaille aussi avec une association de médiation qui vient, suite à la remontée de remarques de Vago, des agents de Vago, ils interviennent sur certaines aires d'accueil, justement, quand il y a des problèmes de violence notamment, pour effectivement faire de la médiation. Il y a de l'habitat adapté pour les gens du voyage pas très loin, c'est pas la compétence des aires d'accueil puisque c'est autre chose, mais ceci étant, nos voisins ont quand même passé une convention avec cette association de médiation pour intervenir justement pour essayer de limiter ces problèmes et faire de l'action justement socio-éducative. C'est en plein dedans. Il y a Vincent. Moi, par contre, celui-là, j'ai pris le temps. L'autre, moins. Bon. Donc, ouais, j'ai vu qu'il nous restait encore, par rapport aux objectifs à atteindre, encore 208 places d'accueil à faire. D'accord. Par contre, on est sur un taux d'occupation sur le département. D'ailleurs, c'est le schéma départemental. C'est le schéma départemental. On ne parle pas d'autre chose. Sorinières, non. Par contre, il y a un taux d'occupation que de 66%. Donc, on peut s'interroger quand on voit du stationnement un peu illicite. Pourquoi toutes les aires d'accueil ne sont pas occupées. J'ai aussi lu qu'il faut créer de nouvelles places dans les communes qui dépassent le seuil de 5000 habitants. Voilà, mais j'ai envie de dire, les communes qui dépassent juste 5000 habitants, elles sont où? C'est des communes plus petites, en périphérie. Le Pèlerin, par exemple. Donc on est quand même en périphérie de la métropole. Donc le problème, c'est que ce sont des communes qui sont quand même assez loin des commodités, où les gens du voyage, ils vont pas forcément vouloir aller. Exemple, Touareg, où ils veulent pas y aller. Donc, on peut aussi se poser. Ah oui, mais j'ai bien travaillé, ne vous inquiétez pas. Donc, là, on peut aussi s'interroger sur le but de continuer de construire des aires d'accueil partout qui vont servir à personne. Concernant le stationnement dans le cadre de soins ou de spécialisation, là, c'est une question. Pourquoi il n'y a pas une aire d'accueil qui soit plus proche du CHU et réservée à cela? C'est une question. Pour solutionner. Et d'ailleurs, quelle est l'aire d'accueil la plus proche? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça peut faire partie des solutions? Donc,
Nous entendons qu'il faut améliorer l'accueil. Je comprends qu'ils refusent de s'installer sur le bitume par forte chaleur. Honnêtement, je ne voudrais pas y aller non plus en plein été, donc ça je comprends. D'ailleurs, c'est un problème qui, à mon avis, il faut prendre en compte dans la construction des futures aires d'accueil. Je pense que ça doit pouvoir être fait autrement, de façon que selon la période, il y ait des zones différentes pour ne pas se retrouver sur le goudron. Ça me paraît normal. Par contre, achever la couverture départementale en aire d'accueil. Inciter les communes qui ne respectent pas les prescriptions inscrites au schéma en communiquant sur les avantages de réaliser les aires d'accueil manquantes, notamment en matière de stationnement illicite. C'est ça qu'on nous a vendu aux Serinières quand on a fait l'aire d'accueil. Et là, on voit le résultat quand même des stationnements illicites qui sont toujours plus nombreux. Donc à un moment donné, je veux bien que... je suis désolé. À un moment donné, quand je vois l'aire d'accueil, elle est là depuis un moment, on nous a dit, il faut faire une aire d'accueil, on ne sera plus embêté, il n'y aura plus de stationnement illicite. Depuis que ça n'a strictement rien changé, il y en a toujours de plus en plus. Donc pour terminer, les occupants d'aires d'accueil bénéficient des mêmes services de droit commun et doivent respecter les mêmes règles. Ce qui, à mon avis, est très très loin d'être le cas. Et donc, puisque personne n'est capable de les faire respecter, moi je ne vois pas pourquoi nous on continuerait de leur donner toujours davantage. Il y a un moment donné, il faut être gentil, mais il va aussi falloir qu'ils fassent des efforts, ces gens-là. Parce que si vous voulez, ce sont aussi nos impôts, et on subit, et il faut toujours en faire plus, et quand est-ce que ces gens-là respectent les règles? Voilà. Et personne n'ose souvent dire ces choses-là, parce qu'il s'agit de cette population-là, mais moi si. Je suis très contente parce que je m'aperçois que ce que j'ai dit à la commission a bien été noté, parce qu'il y a des phrases exactement ce que j'ai dit en commission, donc impeccable. Thoiré, effectivement, je donnais comme exemple parce que effectivement, c'est un exemple qui m'avait été que j'avais entendu en commission, donc avec la préfecture, que Thoiré, par exemple, eh bien, il y a toujours de la place. Quand un groupe est venu là il y a 2 ans, je leur ai dit, à Thoiré, vous avez de la place. Ils veulent pas y aller parce que c'est loin. Et en plus de ça, pour le groupe à qui je m'étais adressée, c'est parce qu'ils avaient leurs habitudes Pont-Saint-Martin, Rezé et Sorinières, que les enfants étaient scolarisés là et qu'ils ne voulaient pas aller si loin que ça. Voilà, bon, ça c'est ça. 66% de fréquentation, c'est vrai, sur le département, et j'ai bien dit tout à l'heure que nous, on était passé ma passé ça avec 99%. Je n'arrive plus à me relire. Alors, il y a une petite confusion, parce que entre les aires d'accueil, effectivement, donc il y avait l'obligation pour toutes les communes de plus de 5000, donc nous on l'a fait dans les temps, bon, il y en a qui ont tardé, celles qui dépassent les 5000 au fur et à mesure, elles sont concernées par ça. Nous, dans le projet de schéma, départemental, on n'est pas concerné pour une augmentation. Il y a plusieurs critères qui entrent en ligne de compte. Nous, on a une aire d'accueil de 8 emplacements. 8 emplacements, ça fait 16 places de 60 mètres carrés chacune. Maintenant, les aires d'accueil vont être des emplacements de 75 mètres carrés. C'est toujours 2 places. C'est un emplacement, 2 places. Mais nous, on n'a pas d'évolution de prévu. Par contre, ceux qui viennent, par exemple, même parce que quelqu'un de la famille est malade, ce ne sont pas ceux qui peuvent aller forcément sur les aires d'accueil parce qu'ils se déplacent en famille. Ils ont en général beaucoup plus de caravanes que 2. Donc, il n'y aura pas assez de place pour eux et ils doivent effectivement rechercher la proximité. L'hôpital Nord, le CHU Nord voit souvent des gens aller du voyage aller dans cet hôpital-là parce qu'ils ont davantage de facilité pour stationner. Depuis quelque temps, il y a le Confluent aussi. Les cliniques nantaises, le Confluent, voient arriver une population de gens du voyage aussi. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Oui, alors effectivement, nous, quand on a mis en place l'aire d'accueil, on avait disons, c'était presque une garantie que les gens du voyage ne venaient pas parce qu'on avait le droit de faire un référé en préfecture et qu'il y avait une expulsion quasi immédiate puisqu'on était dans les normes, ils ne pouvaient pas s'y stationner. Sauf que les choses ont changé un petit peu. Maintenant, on a plus ce systématisme puisque la compétence a changé, c'est sur l'établissement public de coopération intercommunale. Et donc, à la préfecture, on ne reconnaît plus la commune en tant que responsable. Donc, le calcul est fait au niveau de la métropole et on ne peut plus avoir gain de cause avec un simple référé. Donc, les actions qu'on a pu mener cette année. Effectivement, ils ont des droits et des devoirs qui respectent plus ou moins bien.
je vais faire de la provocation en disant qu'il y a des gens bon ton, des sorinières, des familles très bien, qui respectent pas non plus, hein, alors toute proportion gardée. Après, on sait très bien que c'est une population qui ne vit pas. Enfin, leur identité, c'est de voyager, de déplacer. Plus ça va, plus ils demandent d'être sédentaires. Donc, ce schéma prévoit aussi, alors un volet dont vous n'avez pas parlé, c'est l'habitat adapté. Effectivement, de plus, il demande à être dans de l'habitat adapté, donc des terrains familiaux, des terrains en location ou qu'on leur loue ou qu'on leur prête, enfin des terrains construits ou pas. Ça, c'est vers ça que le schéma appuie aussi pour, si vous voulez, ce que je disais tout à l'heure, en face de la déchetterie, c'est de l'habitat adapté. Évidemment, c'est quelque chose à ne pas refaire parce que 14 au même endroit, c'est complètement à prohiber. Mais c'est l'idée et il y a sur Rezé, sur Orvaux, sur plusieurs communes, vous avez des maisons qui sont mises à disposition avec un loyer. On arrive bien à avoir 0 impayé sur une aire d'accueil. Pourquoi on n'arriverait pas à avoir 0 impayé pour un loyer? Ou alors, c'est un terrain avec un permis le terrain est loué ou mis à disposition pour une construction même réduite d'une pièce de vie, mais avec possibilité de mettre les caravanes à côté, parce qu'il y a une demande de sédentarisation. Les gens, plus ça va, plus ils veulent rester au même endroit, ce qui s'explique aussi par le taux fort de scolarisation des enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que les aires d'accueil, au départ, c'est 4 mois qu'ils doivent rester, qu'ils doivent occuper la même place, mais dans les fêtes, maintenant, eh bien, ils restent de fin septembre jusqu'à fin mai. Voilà. Donc, c'est un ensemble de choses qui doivent aller en évolution. Alors, oui, bien sûr. Comment faire pour qu'ils respectent leurs droits et leurs devoirs? C'est sûr. Mais justement, plus il y a d'accompagnement, plus il y a de choses qui peuvent maîtriser leur façon de s'installer. Bon, je ne dis pas que ça sera fait demain, mais... Moi, cette histoire de terrain adapté, là, ça me gêne toujours un petit peu sur l'équité des citoyens vis-à-vis de la loi, les dépôts de permis de se construire et tout ça. On vient tout quand même à des évolutions dans l'architecture. On parle, je ne sais pas si on dit tiny ou tiny house, des choses comme ça, des gens qui voudraient des mobil-homes, des choses comme ça. Eux, ils ne vont pas avoir le droit et on va l'autoriser aux gens des voyages. Je trouve qu'il faut une équité sur les choses pour tous les citoyens. Ça me gêne. Pour l'habitat adapté tel qu'il se pratique, alors pas ici, parce que là on n'a pas de terrain à mettre à disposition, on n'en a pas discuté, quand on a recensé un besoin il y a 2-3 ans, il n'y avait pas. Sur la commune, on n'a pas de terrain qui se prêterait à ça, puisqu'il faut que ça soit évidemment en zone constructible. Mais il y a des communes qui sont notamment dans le Maine-et-Loire, où j'ai pu voir ce qui a été fait. Ce sont des maisons, enfin, qui font un peu type un peu chalet. Mais pas avec le toit comme on voit dans la montagne, mais en bois. Mais vraiment, c'est une maisonnette en quelque sorte, où ils peuvent mettre leur caravane à côté, mais c'est en zone constructible. On ne va pas l'autoriser aux citoyens lambda. Si c'est chez eux, ça dépend. Oui, tu parles du style de maison. Non, la caravane, elle n'a pas le droit de rester plus de tant de temps. Ou, En zone non construite. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe de sujet. Là, on est en train de parler ou d'adapter des demandes supplémentaires. Enfin, je crois que Vincent l'a complètement dit tout à l'heure. C'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des stationnements illicites qui gâchent. Je suis désolée, faut dire les choses quand même. Qui gâchent notre bien-être aux Sorinières. C'est pas parce que j'habite à côté, c'est pas ça le problème. On a déjà évoqué ensemble, c'est pas le temps le fait qu'ils viennent, c'est qu'est-ce qu'on peut l'apporter, mais aussi qu'est-ce qu'on met en place pour pas qu'ils intègrent ou qu'ils s'installent impunément comme ça sur nos espaces verts. Enfin, quelle image on rend à la commune aussi en termes de capacité d'accueil, mais ça on va pas en revenir. Et moi je crois que c'est pas ça l'urgence. L'urgence c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là quand ils viennent. Voilà, qu'est-ce qu'on met en place? Il y a bien des communes, c'est inviolable.
leurs terrains communaux sont inviolables, ou presque. Bah, si. Juste pour revenir, ce qui a été fait quand même, je pense qu'on n'a pas laissé nos mains dans nos poches cette année parce qu'on a été gâtés. Sur le principe, maintenant c'est des recours systématiques, ça nous coûte de l'argent, c'est pris en charge une partie par nos assurances, mais il en reste une partie à charge, effectivement, ça c'est une vraie question. L'idée, enfin, ce que je voulais amener, c'était surtout... il n'est pas question de laisser faire. Aujourd'hui, on a vu la préfecture, suite aux petites manifestations qu'on avait faites, parce qu'on avait l'impression de ne pas être entendu. On a reçu dernièrement un référent sûreté de la gendarmerie qui est venu refaire avec nous le point, qui nous dit, a priori, de toute manière, on est plutôt... en bon ordre, je veux dire, sur nos sites. On aura beau sécuriser, et aussi ils évoluent sur leur manière de rentrer sur les sites. Donc à un moment donné, ils rentrent s'ils veulent rentrer, quoi. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Nous, on a fait le choix, on en reparlera, mais on a fait le choix de se dire il faut qu'on priorise sur les sites qui sont ciblés. On les voit, hein. Enfin, c'est là où il y a de l'eau, où il y a de l'électricité. Hein. Donc c'est Hippolyte Dorouet, on le voit. Enfin, voilà. Donc c'est un choix de se dire il faut qu'on mette l'accent sur ces sites-là, en sécurisant au maximum, mais la garantie de, comme tu dis, inviolable, je ne crois pas. Et il faut aussi se dire que on est sur un endroit de passage, effectivement. Donc on a effectivement on est sur un circuit qui est passager, mais va parler à Saint-Jean-de-Boiseau, va parler à Bougnay, va parler aux autres communes. Ils sont dans la même problématique que nous. C'est pas lié aux Sorinières. Hein. Puis on a des zones vertes, alors ils en profitent. Petite précision par rapport à ce que tu viens de dire, où effectivement on a été pas mal impacté sur l'exercice 2018. Et donc tu as expliqué que par rapport aux dégradations que ça avait généré, on a été en partie remboursé par les assurances. Non, du coût du recours. Ah, les recours. Ah oui, d'accord. Non, mais on peut imaginer que s'il y avait des dégradations sur les autres, sur bâtiments, etc., il n'y a pas eu, etc. Mais on a une évaluation du coût, justement, que ça représente ces stationnements illicites. On a le coût financier. Il y a plusieurs choses. Il y a l'électricité et l'eau qui est prise, sur lesquelles on a essayé de réfléchir. On s'est dit, est-ce qu'on peut couper ? On peut pas l'eau parce que c'est des bornes d'incendie. Donc clairement, c'est la sécurité de nos habitants aussi. On s'est dit, est-ce qu'on peut couper l'électricité, puisque souvent ils se branchent sur nos installations, oui. Et on s'aperçoit que si on coupe, là, c'est couper les salles de sport, par exemple, hein, puisque c'était branché, les alarmes, etc. Donc ça, on a fait chiffrer. Moi, j'ai pas les chiffres en tête là. Je crois qu'ils avaient regardé un petit peu les services techniques, effectivement, de ce que ça pouvait coûter sur ces énergies, on va dire, les fluides. Et il y a les parties, en gros, une procédure d'expulsion, c'est 1 200 € de mémoire. Hein, voilà. Et on a 800 € de pris en charge à chaque fois par nos assurances. Faites le calcul, c'est 400 € à chaque fois pour une procédure. Pardon ? Et puis après, c'est le coût de réparation des barrières. Alors souvent, on a eu de la chance, et on l'a dit aux Soriniérois sur des points presse notamment, on a eu la chance d'éviter aussi des intrusions, parce que les habitants ont vu tourner des véhicules et que ça a permis effectivement de pouvoir ressouder des barreaux, par exemple, etc. Alors là, bon, évidemment, c'est le travail des agents qui coûte, là, le temps, mais je pense qu'on a évité pas mal de choses. Donc le chiffre, si tu veux, il faudrait qu'on puisse le chiffrer, surtout en se disant, voilà l'objectif qu'on a envie de mettre sur certains de nos sites, en se disant c'est une vraie volonté de mettre de l'argent et du temps, parce que c'est pas que ça, c'est l'installation et tout ça, mais c'est une vraie volonté. Mais je pense qu'aussi le point positif, on verra bien l'année prochaine, j'espère que ça sera le cas, le fait qu'on ait systématisé les recours, je pense qu'on voit bien comment ça fonctionne, ils se parlent entre eux, et j'espère aussi qu'ils l'ont dit d'ailleurs, aux Sorinières, vous n'êtes pas sympa, enfin, vous êtes dur, voilà. Tant mieux, enfin, j'ai envie de dire aujourd'hui, voilà, nous on fait des efforts sur les aires d'accueil, on fait des efforts là-dessus. On a envie aussi que ça soit quelque chose qui porte ses fruits. C'est encore une fois, c'est pas contre ces populations-là, c'est bien pour faire respecter quelque chose qu'on fait respecter à nos citoyens aussi. Des coûts pour sécuriser les sites, on en a parlé, puisqu'il y a des travaux qui ont été engagés pour essayer de sécuriser au maximum. Si vous voulez quelque chose de précis, on vous donnera. D'accord, merci.
Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure pour la rejoindre, si moi l'été prochain j'ai envie de m'installer avec ma caravane parc de la Filée, on va me virer manu militari, ça va pas durer longtemps. Hein, ouais, c'est ça. Et donc là, ils s'installent le temps qu'ils ont envie quasiment. Ils piquent l'eau, l'électricité, c'est nous qui payons. Demain, je me gare mal, je vais prendre 55 €, eux rien. J'ai envie de dire, il y a un moment donné, il faut quand même arrêter les choses, quoi. Il faut être gentil. Et c'est tout le monde pareil, quoi. Hein. Dans cette affaire-là, si on a été obligé de financer 1 200 € par recours juridique, c'est bien parce que l'État s'est désengagé sur le sujet. L'État acceptait nos référés dès qu'on en faisait, et là maintenant, comme sur d'autres politiques, eh bien, il laisse filer, il prétexte que sur la métropole maintenant, puisque c'est des compétences métropolitaines, eh bien, il y a des EPCI, enfin des communes qui n'ont pas respecté la règle. Ça existait avant, les communes avaient du retard. Si je prends 2 communes que je connais, La Chapelle-sur-Erdre et Orvaux, eh bien, les projets qu'ils ont faits, sur lesquels ils ont discuté, ont fait l'objet de recours d'habitants qui sont passés aux tribunaux, etc., etc. 4-5 ans de perdus, c'est vite fait, avant de retrouver un autre terrain. Il y a d'autres communes pour lesquelles, eh bien, comme le Pèlerin qui vient de passer 5000, il n'y avait pas, dans le plus précédent, il n'avait pas d'obligation de mettre quelque chose, à inscrire quelque chose, puisqu'il était en dessous de 5000. Avec le nouveau PLU, maintenant, il y a le Pèlerin, a inscrit un site, mais ça ne va pas se faire aussitôt que le PLU est adopté. C'est la même chose pour Carquefou, Couéron, La Montagne, ont aussi c'est des communes aussi qui... Donc voilà, le prétexte que trouve le préfet, il va en trouver tout le temps. Mais en l'occurrence, c'est quand même un désengagement de l'État qui n'assure plus ses missions. Oui. Voilà. C'est ça que l'évaluation des coûts, moi c'était pas nous dans ce que je disais, je posais pas la question comme ça, c'est sans intérêt autrement, j'avais pas t'importuner là-dessus. Mais justement par rapport à ce que vient de dire Christian, le désengagement de l'État et nous la manière dont on a été impacté, y compris financièrement, bien évidemment il y a toute la gêne pour les habitants, les riverains, on le comprend, mais un impact financier, une nécessité aussi de sécuriser et d'aménager les sites. Je pense que c'est nécessaire pour s'adresser ensuite aux représentants de l'État, qui est en l'occurrence la préfète, et expliquer que d'un côté, oui, il y a des engagements, ce que tu as très bien expliqué, et de l'autre, nous, il y a un coût financier pour nous quand même. Donc que l'État assume aussi ses responsabilités à partir du moment où nous, c'était dit, on respecte la loi et notamment avec le terrain d'accueil qu'on a. C'est bien ce qu'on avait expliqué quand on avait vu Madame la préfète. Je pense qu'on va... Non, il y a encore une question parce qu'il faudrait qu'on passe au vote. Non, Fabienne, non, je crois que tu veux lever la main. Merci. Je voulais juste rappeler que on est aussi tributaire des fameuses fermetures d'aires d'accueil l'été, voilà, qui sont très mal organisées, qui sont partout en même temps, au même moment. Enfin, il s'est décalé, c'est très très peu décalé, hein, donc ça ferme tous les étés. Donc tous les étés, ça amène de la transhumance, entre guillemets, et donc ça c'est une chose sur laquelle la métropole devrait se pencher davantage. Voilà. Juste la dernière réponse avant de passer au vote, la réponse elle est toute faite, c'est que s'ils ferment pendant les vacances, c'est justement parce qu'il y a plein d'enfants qui sont scolarisés, ils peuvent pas fermer en dehors des vacances puisque les enfants ont besoin d'aller à l'école. Bon, si vous voulez bien, on va passer au vote. Qui est contre d'adopter ce schéma départemental? Qui est pour? Qui s'abstient? Personne. Merci, on passe au point 4, donc la création du conseil municipal des enfants.